Merci de m'avoir invité à vous parler d'accompagnement, parce que c'est vrai que c'est un thème qui m'est très cher, hein, dans lequel j'ai investi beaucoup de mon temps, de ma carrière professionnelle. C'est mon dada, comme on dit. En quelques mots sur moi, que vous sachiez un petit peu à qui vous avez affaire. Donc je travaille à la HEP Vaud à 70%, très concrètement. Je suis responsable d'un DAS et d'un MAS en accompagnement depuis 2007. J'enseigne également dans ces dispositifs, donc je ne suis pas que responsable, mais j'enseigne également dans ces dispositifs de formation. Par ailleurs, je suis formatrice dans ce qu'on appelle à la HEP des séminaires d'intégration. Donc ce sont des séminaires dans lesquels on accompagne les étudiants à faire des liens entre ce qu'ils vivent dans la pratique, dans les stages, et les savoirs qui sont abordés dans le cadre de la formation. Et on les aide à développer leur propre profil de professionnel et la capacité réflexive également. Alors je le fais dans différentes formations initiales, le CAS-PRAFO qui est les praticiens formateurs, enfin voilà, ce genre de choses-là. Je fais aussi de la recherche à la HEP. Et puis j'accompagne des conseils de direction d'établissements ou des établissements dans des changements importants. À côté de mon activité à la HEP, je travaille comme indépendante dans ma petite boîte à moi, Crisis Consulting, où je fais de l'accompagnement d'équipes en situation de crise, du développement organisationnel et puis des formations ou des conférences sur mesure comme ce soir. Voilà. Je vais parcourir ces thèmes-ci. Donc d'abord, un petit peu définir ce qu'on entend par accompagnement, préciser ce que c'est que l'accompagnement en formation, raconter quelques dispositifs d'accompagnement en formation, et puis un exemple suisse en particulier. Quand on parle d'accompagnement ou de dispositifs d'accompagnement, il y a forcément toute la question de l'engagement qui sera posée. Et puis, on aura aussi après un atelier dans lequel on va vous faire réfléchir sur vos pratiques d'accompagnement en formation. Voilà, grosso modo. Je vous propose que si vous avez envie de dire quelque chose ou des questions, que vous le fassiez directement, d'accord ? Qu'on n'attend pas toute la fin de la conférence pour poser des questions ou réagir. Voilà, c'est plus sympa et pour moi beaucoup plus confortable aussi si on peut interagir directement. Par moment, peut-être si ça prend un peu trop de temps, je me permettrai de vous interrompre de manière à ce que je puisse quand même tenir tout ça dans le temps qui m'a été imparti. Mais j'ai fait en sorte pour qu'il y ait la possibilité qu'on interagisse en cours de route. D'accord ? Bon, après, il y aura aussi du temps, mais voilà, si l'envie vous dit de m'interpeller en cours de présentation, n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce qu'accompagner ? Déjà, dans la littérature scientifique, je peux vous dire qu'il n'y a pas du tout de consensus à ce propos. Et puis, il y a deux grands chercheurs majoritaires en francophonie qui ont œuvré, parce que l'un d'entre eux est décédé, donc Michel Vial, qui est décédé il y a quelques années, et puis Maëla Paul, qui a pris sa retraite. Donc, la question de l'accompagnement est un peu orpheline, et à la recherche d'autres chercheurs qui viendront penser cet objet-là. Mais ce qu'ils ont jusqu'ici élaboré, eh bien, et le fait qu'ils ne soient pas tout à fait d'accord entre eux, ça montre que l'accompagnement est une pratique quand même difficile à cerner, notamment quand on associe tous ces termes proches de l'accompagnement, comme le tutoring, le mentoring, le coaching, voilà. Tous ces termes qui en disent quelque chose de l'accompagnement. Il y a quand même des aspects où ils sont d'accord, mais notamment du point de vue étymologique, sur ça on ne peut pas vraiment être en désaccord, à vrai dire, où accompagner est composé d'une particule AC, qui marque une direction vers un but déterminé, donc il y a quelque chose qui est en mouvement vers, et puis compagne qui est un dérivé du mot pain, qui avait déjà donné le mot copain. Donc c'est celui avec qui on partage le pain, le quotidien, d'accord ? Donc il y a quelque chose qui est, on partage quelque chose d'assez proche, tout en allant vers quelque chose qui se tisse en même temps qu'on marche. Excusez-moi.
Donc le désaccord, il vient surtout dans la façon dont ils vont définir cette notion d'accompagnement. Sur la dimension étymologique, il y a tout un accord qui est fait, mais c'est quand ils commencent un petit peu à le décrire dans les pratiques, là, ils commencent à être un petit peu en désaccord. Pour Michel Vial, l'accompagnement rentre dans une plus grande catégorie qui est l'étayage. Alors, étayer, c'est, je vous ai mis la définition, appuyer ou s'appuyer pour tenir debout, pour tenir, pour être. Donc, au fond, c'est des formes de soutien. Et donc, il y aurait deux pratiques de soutien, d'étayage, l'accompagnement et une autre qui est le guidage. Pour Maëla Paul, l'accompagnement est la grande catégorie qui englobe toutes les autres pratiques, comme le mentoring, le tutoring, la médiation, le coaching, etc. Parce que pour elle, l'accompagnement, c'est guider, c'est escorter. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui, déjà là, ils ne sont pas tout à fait d'accord dans la façon de définir. Est-ce qu'il faut choisir, pour moi, entre Vial et Maëla Paul? En bout, oui, mais pas tout à fait. Je trouve que là où Michel Vial devient très intéressant, c'est que quand il définit, je viendrai un petit peu plus de manière approfondie après, c'est que ça permet de mettre en évidence qu'il y a certaines fonctions, comme celle de formateur, comme celle de manager, d'enseignant, d'intervenant éducatif. Eh bien, ce sont des fonctions qui peuvent impliquer à la fois une posture d'expert, de guide, et une posture d'accompagnement. Donc la posture de guide, c'est celle où on demande à l'autre de se conformer à quelque chose. Tu as acquis les compétences ou tu ne les as pas acquis, par exemple. Là, c'est une façon d'être expert. Tandis que dans l'accompagnement, eh bien, on va aider l'autre à aller là où il veut aller. Et donc, on va l'aider à réfléchir autour de ses problèmes, de ce qui lui appartient. On se met au service de l'autre. Et donc, au fond, ces deux postures-là, elles cohabitent dans de nombreuses fonctions qui sont en lien avec la dimension éducative. Donc, cette relation éducative, toute relation éducative, et vous le savez parce que peut-être que vous êtes aussi parents, je vois vous êtes toutes des personnes qui pouvaient être aussi parents, eh bien, ça comporte toujours ces deux aspects-là. À la fois, on demande et on exige que quelqu'un se conforme, l'enfant se conforme, ou la personne en formation se conforme à un programme, à des objectifs, à des règles, à des normes, mais on travaille aussi à lui permettre de gagner en autonomie, et là, c'est par l'accompagnement qu'on le fait. Il n'y a pas de posture qui est meilleure que l'autre. Les deux sont nécessaires dans cette relation humaine qui consiste à la fois à faire que la personne se conforme ou à lui permettre de gagner en autonomie et de développer son propre quant à soi. Il n'y a pas de posture, les deux sont nécessaires dans toute relation éducative. Même si actuellement, la tendance actuelle, c'est de valoriser les pratiques d'accompagnement. Donc, socialement, actuellement, on parle d'accompagnement comme si c'était la meilleure des pratiques, c'est la privilégiée, parce qu'elle donne l'impression que c'est une pratique douce. D'accord ? Quand on accompagne, ça donne l'impression qu'on permet aux gens de se développer tout en douceur, tout en bienveillance. Mais au fond, c'est une erreur de penser cela. C'est complètement erroné parce que l'accompagnement est une démarche qui permet d'autonomiser la personne, et on sait bien qu'un processus d'autonomisation ne se gagne pas comme ça, c'est pas confortable de s'autonomiser. On voit bien par exemple toute la phase d'adolescence dans le développement de l'enfant et du jeune adulte, on voit bien combien c'est compliqué de devenir autonome. J'ai une adolescente, je vois tout à fait de quoi je parle quand je dis ça. Donc l'autonomie ne se gagne pas comme ça. Donc, c'est une erreur de penser que l'accompagnement qui vise l'autonomisation de la personne est une pratique douce qui permet des changements comme ça, comme si on n'y voyait rien du tout. Et tout d'un coup, un jour, on a changé.
ces deux postures, elles ont des visées qui sont différentes et elles sont essentielles. De demander à quelqu'un de se conformer à un référentiel de compétences, à des normes, à des règlements, c'est essentiel pour pouvoir se socialiser, mais c'est aussi important d'apprendre à réfléchir par soi-même, à développer son propre quant à soi. Alors du coup, il faut pouvoir les habiter en toute conscience, surtout quand on est dans la formation, pour des questions éthiques, parce que si on n'est pas au clair sur quelle posture je joue à quel moment, le risque c'est qu'on tombe dans des formes de toute puissance. Et donc on fait croire à quelqu'un qu'on va l'accompagner, alors qu'en final on a un projet clandestin et puis on le guide là où on aimerait bien qu'il aille. D'accord ? Donc la clarté sur ces postures est essentielle d'un point de vue éthique, et donc ce n'est pas de jouer forcément à dire maintenant je suis ceci, maintenant je suis cela, mais c'est d'être soi-même très au clair pour pouvoir être explicite vis-à-vis de l'autre sur ce qu'on est dans quel jeu on est en train de jouer. L'accompagnement, donc c'est un étayage où on est avec, voire même en retrait, alors que dans l'expertise on est devant, on est au-dessus. Et donc, d'un côté, on va permettre de construire des trajets, alors que de l'autre côté, on permet de construire des trajectoires. Le trajet, c'est, vous décidez d'aller à Rome, et vous allez passer par Vienne, et puis faire un petit détour aussi par Hambourg, et puis, chemin faisant, vous allez vous rendre compte que c'était pas Rome où vous souhaitiez y aller, et donc, vous décidez d'aller à New York. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui se tisse comme ça, un trajet, où il y a des... On passe d'une étape à l'autre sans forcément chercher à viser le plus rapidement possible. Ça, c'est la trajectoire. La trajectoire, c'est quand vous visez une cible et que, au fond, vous cherchez le chemin le plus rapide pour y aller et que vous tenez à mordicus à cette cible-là. Donc, dans l'accompagnement, eh bien, au fond, on va tisser, on va faire un chemin qui va se construire tout en le faisant, tout en marchant dessus, d'accord ? Tandis que dans l'expertise, on a défini des objectifs et on fait en sorte pour que la personne atteigne ses objectifs le plus efficacement possible. Dans l'accompagnement, les problèmes ne sont pas des problèmes à résoudre, mais à éclairer. Donc dans l'accompagnement, on cherche plutôt à être dans une position où on va réfléchir, ouvrir les possibles, analyser sous tous ses angles, tandis que quand on est dans l'expertise, on cherche à résoudre des problèmes parce que finalement, on contrôle la situation. Du coup, ça amène à des figures différentes. Dans l'accompagnement, on va vraiment parler de coach et d'accompagnateur, où on participe à un changement, on est partenaire, on participe à l'orientation de l'autre, mais tout en lui laissant ses choix. Ça veut dire qu'on croit en lui, en ses possibles. On a confiance qu'on va pouvoir cheminer et que lui va pouvoir prendre ses décisions et se trouver à l'intérieur de ce chemin. Donc on accueille, on impulse. Tandis que dans l'expertise, on est plutôt à piloter, à conduire quelque part, à préconiser, à atteindre des objectifs, à faire réaliser des performances, à optimiser des compétences, même voire à donner l'exemple. D'accord ? Donc, d'un côté, dans l'expertise, on est dans quelque chose de juste, ça c'est juste, tandis que dans l'accompagnement, on est plutôt à dire tout est possible, pourvu qu'on y réfléchisse et que tu, toi-même, prennes tes décisions. Du coup, ces deux définitions me semblent correspondre assez bien à l'accompagnement. Donc, c'est trouver là où va celui qu'on accompagne, afin d'aller avec lui. Il ne s'agit ni de le précéder, ni de lui montrer le chemin, ni de le tirer vers l'avant, car on risquerait de lui indiquer notre propre chemin à la place du sien. C'est une personne ressource, l'accompagnateur. Il n'a ni le bon procédé pour résoudre le problème, ni les solutions possibles, mais il permet d'attirer l'attention pour faire en sorte que l'accompagné problématise lui-même ses situations. Donc, quand on parle des fois de coaching, on dit oui, le coaching, au fond, c'est savoir poser des bonnes questions. Alors, je ne sais pas s'il y a de bonnes ou mauvaises questions, mais en tout cas, savoir poser des questions pour que la personne puisse elle-même réfléchir et prendre ses décisions.
Ça veut dire que dans l'accompagnement, il y a un enjeu de place qui se joue et on est plutôt dans un registre de en partenariat, à côté. Tandis que dans l'expertise, on est dans une relation où on met quelqu'un dans où on considère l'autre comme un ignorant et nous plutôt un savant, où il y a quelqu'un qui est un aidé et un aidant. Donc on voit bien qu'il y a une relation asymétrique qui est quand on se place dans une logique d'expertise. Alors on voit bien que du coup ça questionne l'accompagnement formation, parce que dans une formation, eh bien il y a quand même des objectifs, celle de la formation. Donc est-ce qu'on peut vraiment faire de l'accompagnement en formation? Alors il faut savoir que les formés, eh bien, ils obéissent à une obligation, celle de changer, ou en tout cas de se former. Donc, on part du principe que se former, il y a quand même un changement qui va s'opérer, et que ce changement, il est en pertinence avec le dispositif qui est proposé, le diplôme qui est visé, au risque de ne pas être validé, évidemment. Hein. Donc, mais au fond, le formé, il s'engage là-dedans, quand il s'engage en formation. Il est d'accord de jouer ce jeu-là. Ça veut aussi dire que ça fait partie de ses objectifs. D'accord? Alors, on sait bien qu'il y a quand même toujours des participants qui sont obligés parfois de faire certaines formations. Mais globalement, un participant, il a quand même choisi de s'inscrire dans une formation et donc, du coup, ça fait partie de sa demande. C'est pas juste une injonction qui lui tombe dessus. Il a fait un choix. Ça veut dire aussi que du coup, le formateur, il peut tenir une double compétence. À la fois, bonsoir, excusez-moi, à la fois celle de contrôler, ben oui, vous délivrez un diplôme, donc il y a bien quelque chose de l'ordre du contrôle. On ne peut pas délivrer un diplôme sans avoir vérifié que la personne a atteint les compétences qui permettent de dire oui, je valide, je certifie et je donne ce diplôme. Et en même temps, accompagner de temps en temps pour mieux faire réussir. Donc l'accompagnement en formation est en fait un moyen et non pas forcément une posture où on permet à l'autre d'aller complètement là où il veut aller. D'accord? C'est un moyen, un dispositif, des moments d'accompagnement qui permettent à la personne de quand même mieux réussir, donc de mieux aboutir à des objectifs de formation, des compétences, un diplôme, etc. Donc c'est dans ce sens-là qu'on peut dire que l'accompagnement en formation est possible, parce qu'il est, même s'il est au service du contrôle, il permet à la personne, et on le verra après, de travailler sur ce qu'elle vit en formation. Donc, accompagner en formation, si on s'inscrit quand même dans cette idée que dans l'accompagnement, on est là pour permettre à la personne de problématiser, d'élucider, de réfléchir, de prendre la distance, de faire des choix. Eh bien, en formation, c'est pour lui permettre de développer une réflexivité sur son agir. C'est de faire des liens entre sa pratique et la théorie. C'est de lui permettre d'analyser sa pratique ou son activité, de problématiser des situations de travail, de faire un projet pour son stage, par exemple. C'est de s'auto-évaluer par rapport à des référentiels, par rapport à des savoirs, donc de lui poser la question où est-ce qu'il en est. Et donc, c'est de lui permettre d'avoir une démarche de soi, avec soi, et c'est de lui fournir un espace qui donne forme au savoir de l'autre. Donc, c'est de lui permettre non pas de travailler à l'acquisition d'un savoir bien déterminé, ça on serait dans l'expertise, dans l'accompagnement, c'est de lui dire, tu as tous ces savoirs à disposition, et donc comment est-ce que tu peux les utiliser pour réfléchir sur ton activité, ton projet de formation, ton projet professionnel. Donc c'est de lui donner la possibilité lui-même de faire ce travail avec lui-même. Toujours pas de questions, ça va? Vous dites, si je vais trop vite, vous pouvez me réguler aussi. Ah bah, ok. Donc, on n'est pas là pour transmettre un savoir. Quand on est formateur qui fait de l'accompagnement, d'accord? Le formateur qui est l'expert, lui, il transmet un savoir.
le formateur, dans ces moments d'accompagnement, eh bien, il ne transmet pas de savoir et il ne contrôle pas la conformité d'un travail ou qu'il a bien acquis, je ne sais quoi, ou que c'est conforme par rapport à un référentiel. On est vraiment là pour permettre à l'étudiant de lui-même construire son savoir par lui-même ou avec des pairs. Il y a des dispositifs d'accompagnement individuels comme des dispositifs d'accompagnement collectifs, on le verra tout à l'heure. Et je cite Sifali à ce propos, position d'accompagner un tel groupe d'analyse des pratiques. L'analyse de pratique, on verra qu'il peut y avoir des démarches en individuel comme en collectif. Et donc, le formateur se doit alors de quitter certaines postures, celle de transmettre un savoir a priori, celle de plaquer ses théories sur ce qui vient, celle de maîtriser le cours du séminaire en l'ayant à l'avance programmé, celle de vouloir que l'autre pense avec les bons concepts. Quand on s'inscrit dans une logique d'accompagnement, finalement, on doit distinguer ce qui est de l'ordre de la transmission et du contrôle de cette possibilité, de ces espaces, de ces moments où l'étudiant lui-même articule ses savoirs avec ses expériences. Alors, dispositifs d'accompagnement. Bon, j'imagine que vous en connaissez certainement plein, je vous en donne quelques-uns. On pourrait certainement en chercher d'autres. Là, j'en donne quelques exemples les plus connus. Donc, l'analyse de pratique ou de situation professionnelle, là aussi on n'est pas tout à fait d'accord dans le champ scientifique de savoir si on parle de pratique ou de situation, mais en l'occurrence c'est pas très important, en tout cas pas ici, de se prendre la tête avec ça. Ce qui compte, c'est d'être conscient que dans l'analyse de pratique, il y a toujours 4 grandes étapes: l'exposition d'une situation avec des questions de clarification qui amènent tout à une phase d'analyse et puis un bilan où la personne qui a exposé une situation, eh bien, exprime ce avec quoi elle part, au fond ses apprentissages, et puis on fait un bilan collectif sur le processus de travail. Et dans la phase d'analyse, eh bien là, on n'est pas en train de vérifier que la personne utilise ou que le collectif utilise les bons savoirs. L'idée, c'est de générer de la réflexivité et d'analyser sous toutes ses coutures une situation, que ce soit avec des savoirs académiques ou des savoirs d'expérience. Alors, ça c'est un exemple très concret, voilà, que parfois je peux proposer. C'est que on voit que dans je attire votre attention surtout sur les textes dans une police un peu spéciale, où dans la phase d'analyse, je propose que l'étudiant réfléchisse sur l'hypothèse que si la situation en est arrivée là, c'est parce que, et ma réflexion prend appui sur, et donc ça permet l'émergence d'hypothèses et d'idées de la personne, quelle qu'elle soit. Tout est bon à prendre, et puis à la fin, on note sur la base de tout ce qui s'est dit, et compte tenu des hypothèses de tout le monde, eh bien, aujourd'hui, je m'engagerai à faire ceci parce que, et puis là aussi, au fond, tout est bon à prendre. Il n'y a pas de juste ou faux. Ce qui compte, c'est que ça fasse sens et que les personnes soient engagées dans un processus réflexif. Je sais que vous avez des dispositifs d'analyse de pratique ici dans votre école. Et donc, voilà, je sais qu'il y a des personnes qui le font, d'autres peut-être moins dans leur cours. Vous avez certainement d'autres démarches, mais l'idée, elle est celle-ci, d'avoir cette possibilité de développer la pratique réflexive. Alors, un autre exemple, c'est plus sur une analyse d'activité, où là, on va décrire précisément ce que la personne a fait. Enfin, elle décrit précisément ce qu'elle a fait, et puis les ressources qu'elle a mobilisées, les compétences qu'elle voit dans cette situation, qu'elle a déployées dans cette situation. Et donc, ça permet de faire un travail d'analyse sur une situation à partir d'un texte qu'elle rédige, où elle relate ce qu'elle a fait dans son stage ou dans son travail. Ceci est un dispositif que j'utilise pour un travail individuel. Après, parfois, je l'amène, on
socialise quelques éléments de cela, tandis que le précédent dispositif, c'est un dispositif complètement collectif. Hein. Donc, les deux dispositifs permettent à la personne de se mettre en questionnement par rapport à des situations rencontrées. Et donc, on peut guider l'analyse d'une situation, puis on a des tas d'angles possibles. Hein. On peut demander de repérer un événement, on peut demander de décrire le contexte, les activités, identifier les actions qui ont été rationnellement organisées, ce qui était anticipé, les savoirs qui ont été utilisés hein, en cours de route. Ah bah tiens, je me suis appuyée sur tel savoir, puis du coup ça m'a amené à faire ceci. Décrire tous les savoirs patrimoniaux qui existent dans la situation mise en œuvre, les utiliser, les savoirs incorporés, donc ceux qu'on a finalement. Qu'est-ce que c'est que les savoirs patrimoniaux? La circulation des savoirs patrimoniaux, ça signifie quoi? Les savoirs qu'on a acquis patrimoniaux, je dirais un peu de père en fils, vous voyez, ces choses-là qui se transmettent. Alors, dans l'enseignement, par exemple, on a des savoirs qui se transmettent d'enseignant en enseignant, typiquement quand ils vont en stage. Alors ça, j'imagine que vous le rencontrez aussi également dans votre formation à vous, c'est-à-dire que vous avez une transmission de praticiens, mais qui n'est pas forcément issue de savoirs académiques, qui sont issus de pratiques, comme ça. Les savoirs incorporés, c'est ceux qu'on met en œuvre sans vraiment savoir qu'on sait. D'accord? Ils sont complètement dans notre corps, en fait. Quand on parle d'intuition, par exemple, hein, j'ai fait ça, il me semblait que c'était ce qu'il y avait à faire. Donc, voilà. Mais au fond, ça repose sur des savoirs, pas forcément des savoirs académiques, mais des savoirs d'expérience. Hein. Donc, tout ce qui est signification, au fond, tout ce qui est signifiant, tout ce qui est allant de soi, c'est-à-dire des choses qu'on sait, qui nous semblent évidentes, d'accord? Donc on peut aussi les identifier parce que ça raconte quelque chose de sa façon de faire au travail. Hein. Les interactions, les liens qu'il y a entre les différents concepts, les figures identitaires par exemple ou identificatoires, c'est-à-dire je me souviens que mon praticien, formateur avec qui j'étais en stage faisait ça comme ça, puis du coup, alors je me souviens que quand j'étais à l'école, mon enseignant faisait ceci, puis du coup, moi, je refais ceci aussi dans mon travail d'enseignant, ou ma maman faisait cela, alors je le répète avec mes enfants. Vous voyez, toutes ces figures sur lesquelles on projette, qui nous permettent de nous identifier et au fond de nous aider à faire des choix dans notre pratique professionnelle. On peut aussi identifier toutes les contradictions qui habitent nos situations professionnelles, parce qu'il y en a beaucoup, des dilemmes. Et puis on peut simplement travailler à rendre intelligible ce qu'on a mis en œuvre. Voilà, j'ai fait ceci parce que... Et puis ça me semblait juste en regard de... Puis on rend simplement la situation intelligible. Donc tout ça permet à la personne d'analyser des situations. Et il y en aurait d'autres, hein. Je vous en ai juste mis quelques-uns. Mais au fond, c'est d'offrir des portes d'entrée pour développer au fond, ce travail où la personne va s'interroger sur sa propre pratique professionnelle, sur son projet de formation, son projet professionnel. Tout ça, ça peut partir de représentations de l'étudiant sur son activité, c'est lui qui raconte ce qu'il fait, mais on ne va pas vérifier qu'il a bien fait ça. On peut avoir des traces, comme la vidéo, des documents qu'il aurait préparés dans son stage, par exemple, hein, travailler sur un déroulement qu'il a imaginé et puis qu'il a réalisé en stage, des situations qu'il a lui-même vécues ou que la personne a observées. Hein. J'ai observé une autre collègue qui faisait ça, puis ça m'interpelle, j'ai envie d'analyser. Ou des traces issues d'un journal de bord, par exemple, si vous utilisez ça dans votre formation. Donc, au fond, on peut partir de tous ces matériaux-là pour permettre, en formation, de réfléchir autour des situations, sans cet objectif de vérifier que les liens qu'il va faire vont être corrects. Hein. Il y a aussi toutes les démarches d'écriture, peut-être que vous utilisez ça aussi, où la personne doit écrire ou raconter. On parle aussi beaucoup de dossiers de formation que les étudiants constituent maintenant dans les formations. Ça, ce sont des dispositifs d'accompagnement également, où la personne constitue des traces tout au long de sa formation et qui raconte quelque chose de son développement et de son évolution en formation. C'est souvent, on parle aussi souvent de portfolio quand on parle de ces dossiers de formation. Alors, s'engager dans l'accompagnement en formation,
Oui. Ah, j'ai cru que quelqu'un m'interpellait, c'était un but. C'est tout d'abord d'établir un cadre qui est clair. Donc il faut savoir que l'étudiant n'a pas choisi le contenu ni le processus de travail, ça lui est imposé. Alors parfois on peut donner des choix, hein, mais souvent on impose ceci, mais tout en rappelant qu'il a quand même choisi de faire cette formation. Hein. Donc on peut l'interroger sur son projet et sa demande en s'inscrivant à cette formation. C'est de clarifier qu'il y a des liens qui vont exister entre l'accompagnement qu'il va vivre et celui de l'évaluation certificative. D'accord ? Et c'est de les distinguer. Ici, on va te demander de travailler sur la mise en lien entre savoir, théorie, te permettre de réfléchir, et puis il y aura des évaluations certificatives qui seront faites ailleurs. D'accord ? Mais c'est deux choses distinctes, mais ça doit être clarifié. Parfois, ils font partie d'un même dispositif. Hein. On peut avoir des démarches d'accompagnement et puis ça aboutit à un travail qui va être certifié. Alors, cette clarté, elle est importante parce que l'étudiant doit savoir quelle marge de manœuvre il a pour pouvoir se laisser aller dans cette réflexivité sans qu'après on vienne lui dire finalement, ce que tu dis là, c'est à côté de la plaque. Donc, c'est aussi de clarifier votre rôle et celui de l'étudiant et de poser à plat les attentes réciproques. Qu'est-ce qu'on attend dans cette démarche d'accompagnement ? J'attends quand même que tu rentres dans les délais, mais par contre, j'attends que tu aies fait le travail. Je ne vais pas juger sur la justesse de tes propos, mais sur le fait que tu as fait un travail de réflexivité, par exemple. Ça implique également de créer un climat de sécurité. Ça, c'est du grand dada, mais je ne vous en dirai pas trop. Mais c'est très important de créer un climat de confiance entre l'accompagné et l'accompagnateur pour que, en tant que formateur, traduisez accompagnateur par formateur, pour que la personne puisse se sentir à l'aise de problématiser sa situation avec les savoirs qu'elle va mobiliser et sans toujours se dire « mon Dieu, pourvu que je fasse les bons liens, que ce soit juste ». Et donc, si on veut que la personne s'autonomise, elle doit pouvoir faire ses propres liens et apprendre à faire ses liens. Hein, sans qu'elle doive se conformer à une façon de faire. C'est aussi s'engager dans les émotions, parce que accompagner, permettre à la personne de relire une situation à l'aide de savoir, de lui parfois de la confronter sur certaines façons de penser, eh bien, c'est pas sans émotion que ça se vit. Ce travail d'autonomisation, comme je disais tout à l'heure, eh bien, il n'est pas toujours confortable et il passe par des moments de doute, de remise en question, et donc ça demande aussi de pouvoir contenir ces émotions. Et donc, attention qu'on ne tombe pas parce qu'on est dans l'accompagnement puis que c'est censé être une pratique toute douce, de ne plus rien demander et de ne plus bousculer. Dans l'accompagnement, on est là aussi pour être à côté de cet étudiant qui va faire des liens et de lui dire « Tiens, c'est étonnant que tu relises cette situation uniquement sous l'angle de l'autre, de ton partenaire, puis pas sous toi, ton vécu. C'est étonnant que tu regardes ça seulement sous cet angle-ci et pas sous d'autres angles. Je suis interpellée du fait que tu évoques que brièvement ça et que tu l'approfondis pas. Au fond, c'est des feedbacks qu'on donne qui peuvent être confrontants. Et donc, c'est le job de l'accompagnateur que de faire ce job-là. D'accord ? De lui mettre le nez sur ses propres contradictions, sur ses propres difficultés, sur ce propre vécu. Mais ce n'est pas de la violence. C'est pas parce qu'il est bousculé qu'on doit confondre ça avec de la violence. Par contre, c'est évidemment à contenir. On ne peut pas donner un feedback confrontant et puis le laisser se débrouiller avec ses émotions. Quand on accompagne, on contient aussi le bousculement que l'on génère par l'accompagnement. Ces émotions, elles viennent au fond du fait que quand on est en formation et qu'on analyse ces situations, eh bien, on travaille son rapport au monde. Mais son rapport au monde, c'est tout. Tout fait partie de notre rapport au monde. La façon dont vous regardez votre travail, la façon dont vous considérez vos collègues, la façon dont vous vous comportez en société, tout ça raconte de votre rapport au monde.
Et donc, quand on évolue, eh bien, c'est toujours avec des ruptures, avec des difficultés et des inconforts. Donc, accompagner, c'est aussi contenir tout ça, et ça demande de s'engager. Je vous donne un exemple de la formation dont je suis responsable, DAS en accompagnement. Mais je vous dirai après qu'on n'est pas obligé de se compliquer la vie autant que ça. On peut faire l'accompagnement en formation de façon beaucoup plus simple. Mais je vous donne un exemple voilà, où on a intégré, puisque c'est un DAS en accompagnement, il nous semblait être important d'être cohérent avec nous-mêmes sur le fait qu'on offrait de nombreux espaces d'accompagnement. Donc, on a maximisé les espaces d'accompagnement. Donc, on a une formation qui se déroule en 3 modules, avec l'accompagnement individuel, un apprentissage à l'animation d'analyse de pratique et puis l'accompagnement de collectif. Et puis, on a des dispositifs transversaux qui vont permettre l'intégration des compétences au travers de tout un processus de réflexion individuelle et collectif. Alors, on a un journal de bord que l'étudiant rédige tout au long de la formation et qui va l'aider à mettre en évidence toutes ces évolutions au travers de la formation. On a le fameux référentiel de compétences qu'on lui demande de s'auto-évaluer à plusieurs reprises. Mais on va aussi lui dire, j'observe telle ou telle compétence que tu mets en œuvre à certains moments. Je ne dis pas c'est juste ou c'est faux, je dis je vois telle compétence, je ne vois pas telle compétence. Quand je dis ça, c'est confrontant pour un étudiant. De dire, j'ai vu ça, mais je n'ai pas vu ça. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou mauvais, je suis juste en train de lui dire qu'il y a certaines compétences qui mettent plus en évidence que d'autres. Un dossier de formation où il va vraiment réfléchir tout au long de la formation alors il a des situations à analyser, mais il a aussi à faire un travail autobiographique par rapport à l'accompagnement. L'accompagnement, finalement, s'il a choisi d'accompagner, probablement qu'il y a des racines qui viennent de très loin. Et donc, on leur demande d'identifier des situations où ils ont été accompagnés, puis des situations où ils ont accompagné depuis là où ils s'en souviennent. Donc, on a des histoires qui remontent à des situations tout petits, où ils se disent « Ah, je me souviens d'avoir accompagné » ou d'avoir été accompagné à l'école par... Donc, on a ce type de travail dans le dossier de formation. On leur demande aussi d'expliciter leur représentation avant et après de l'accompagnement. Donc avant, quand ils ne savent pas trop ce que c'est, puis après, quand ils ont eu la formation. Et donc, dans ce dossier de formation, on vient les interpeller sur leur façon de raconter ça, sur la mise en lien de certaines choses, sur les apprentissages qu'ils en ont fait ou qu'ils n'ont pas explicité. Donc, on vient les chercher. On a beaucoup d'échanges en groupe de pairs, ils ont beaucoup d'échanges en groupe de pairs, donc ils se voient en dehors de la formation, dans lequel ils s'entraînent à accompagner et qui discutent de l'accompagnement. Et on a des travaux de certification qui sont beaucoup des travaux, enfin certains travaux sont là pour juste les pousser à réfléchir. On ne va pas forcément évaluer la qualité du lien ou de l'analyse, mais on leur demande de faire une analyse. Et donc, les feedbacks qu'on peut donner, c'est parfois sur la profondeur de l'analyse. Tiens, tu as oublié cet axe-là, cet angle-là. Et donc, tout ça contribue à permettre à ces étudiants de développer une posture d'accompagnement. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un développement identitaire très fort. La plupart des participants racontent que dans cette formation, ils ont développé, alors non seulement pratique d'accompagnement, mais toute une posture qui va avec et une identité d'accompagnement. Et donc, quand on fait une transformation, un développement identitaire, là aussi, c'est pas sans remous. Alors, par exemple, on a une personne qui était enseignante et qui était responsable, chef de file. Elle était amenée à devoir, notamment, rédiger des PV de séance, etc. Mais elle a développé aussi de capacité d'écoute par rapport à ses collègues. Et puis ses collègues venaient volontiers lui parler des situations difficiles qu'ils vivaient en classe. Dans le cadre de la formation, elle se rend compte que vraiment l'accompagnement, c'est son truc, elle adore ça. Et elle cherche à développer l'accompagnement dans son établissement scolaire. Sauf qu'elle se confronte à sa direction, qui lui ne souhaite pas qu'elle mette en place de l'accompagnement officiellement à ses collègues. Et donc, ça la met dans toute une difficulté. Elle ne comprend pas, elle a peur en même temps de ce directeur, donc elle va utiliser tous ces espaces
pour problématiser sa situation. Alors, elle en a parlé dans ses groupes de pairs, elle en a parlé dans son dossier de formation, on a eu toutes les pièces qui sont apparues, où elle parle de cette situation, qu'est-ce qu'elle peut en faire, quel levier elle a, quels sont les obstacles qu'elle rencontre. Son dossier de formation était issu de son journal de bord. Dans la formation en elle-même, on a des temps où ils vont faire de l'accompagnement, des petits moments d'accompagnement, pas des jeux de rôle, mais des vrais moments d'accompagnement entre participants. Elle va amener ça pour être accompagnée par ses collègues, pour qu'ils l'aident à réfléchir sur comment est-ce qu'elle peut faire dans cette situation. Et tout ce processus s'est passé avec beaucoup de peur exprimée, de colère, de frustration, pour au final qu'elle développe une pratique d'indépendance, d'accompagnement parallèle de son travail d'enseignante. Donc, au fond, c'est tout ce développement identitaire, il est vécu par beaucoup de participants, où ils vivent ça comme quelque chose qui est coûteux en énergie, mais dont à la fin, ils évoquent la satisfaction d'avoir développé toute cette identité d'accompagnement. La plupart de nos étudiants continuent de faire de l'accompagnement sous des formes très diverses et variées après la formation. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un dispositif aussi complexe avec tous ces niveaux et ces espaces pour pouvoir faire de l'accompagnement. Tout à l'heure, je vous disais on pouvait faire de l'analyse de pratique, on pouvait faire réfléchir sur des situations. Eh bien, tout ça peut se faire dans n'importe quel cours. C'est des moments qu'on instaure pour autant qu'on soit clair. Tout ça, on le fait dans, encore une fois, développer la capacité réflexive, développer l'autonomie, l'esprit critique et puis l'agilité en formation. Et de plus en plus, les situations sont complexes. Dans le contexte professionnel, tout devient très compliqué. Ça demande beaucoup d'agilité pour agir de façon professionnelle. Et puis, ça permet de développer son identité professionnelle. Mais encore une fois, c'est un travail exigeant et quand on accompagne en formation, ça nécessite de s'engager soi-même. Donc, ce n'est pas juste vérifier, c'est d'être là dans ces moments de réflexivité qui sont parfois, pour un étudiant, ça l'amène parfois à une grosse remise en question, des prises de conscience importantes avec des ruptures et des changements. Vous avez envie de réagir et de poser des questions sur ce que je viens de vous raconter. N'hésitez pas à dire si ce n'était pas clair aussi, je vous en prie. Oui, merci, je trouve très très intéressant. J'ai une question, vous faites allusion à un moment donné des émotions qui peuvent exister dans l'accompagnement. Et puis vous dites des émotions notamment quand je vois qu'ils ont abordé un certain nombre de phases, etc., mais pas ce côté-là. Ils ont oublié ça, est-ce que vous pouvez mettre ça en lien? Donc tout d'un coup la personne va être surprise et puis elle va entrer. Mais je pensais à un autre aspect des émotions aussi. Je sens quelqu'un qui présente une situation, il décrit la situation de manière générale, et quand il parle des membres de l'équipe, il parle d'une équipe, qui est en train de travailler sur elle-même, etc. Quand il parle de ce personnage-là, je le vois sans arrêt énervé. Moi, je lui dis ça, je dis, je vois ça. Qu'est-ce que c'est pour toi cette histoire-là? Ma question c'est, est-ce que quand je fais ça, je suis dans une posture d'accompagnement ou je suis plutôt dans la posture d'expert? Non, vous êtes pleinement dans de l'accompagnement. Parce que au fond, vous donnez à voir quelque chose que vous observez. La personne peut dire oui, peut dire non. Voilà, elle peut dire non, il ne me semble pas, ou elle peut dire oui, et puis être amenée, être invitée du coup à en dire un peu plus. Et puis l'émotion pourrait effectivement amener à une expérience relationnelle avec cette personne, etc. Au fond, vous n'êtes pas en train de dire c'est juste ou c'est faux, c'est bien ou c'est pas bien, vous n'êtes pas là-dedans, vous êtes juste en train de donner à voir. Voilà. Oui? Un peu pour tisser ce fil, là ça parle d'émotion, à un moment donné sur votre avant-dernier slide, vous parliez de compétences, et se donner à voir en termes de compétences. Et là, moi, je me suis posé la même question, est-ce qu'on est dans une posture d'expert? Alors, vous l'avez dit aussi, je donne à voir, mais peu importe, on parle de compétences, on ne parle pas de je vis une émotion avec mon filtre à moi, et je renvoie
ce que je peux lire comme ça, tout d'un coup là, c'est les compétences, quelque chose qu'on va évaluer aussi, hein, alors qu'une émotion, on ne va pas forcément l'évaluer. Et là, moi, ça me posait une question en termes de posture. Vous savez dans quel slide Celle d'après. Celle d'avant. Voilà, celle-là. Celle-là, oui. Le référentiel de compétences ici, où ils sont amenés à s'auto-évaluer. Exactement. Exactement, Voilà, oui. à un moment donné, dans cette auto-évaluation, je peux la comprendre, je peux même comprendre une évaluation par les pairs. Oui. Mais tout d'un coup, votre renvoi, à un moment donné, vous avez dit, des fois, moi, je renvoie que ces compétences sont la voix et celle-là pas, Oui. par exemple. Et là, je me suis dit, tiens, ça devient compliqué de renvoyer ce genre de choses en termes de compétences, en termes d'émotions, moins. Parce que je ne suis pas en train de dire c'est juste ou c'est pas juste, je suis en train de donner à voir quelque chose que moi je lis. Le participant peut me dire je suis pas d'accord, je suis d'accord, tiens, ça m'amène à dire que, ça m'amène à approfondir. Au fond, tant que le feedback il est donné dans une possibilité aux participants de problématiser et pas de se justifier en disant c'est juste ou pas, hein, ou c'est correct ou c'est pas correct. Je suis pas là-dedans quand je donne ce feedback. Je suis là pour donner à voir que la personne aille un peu plus loin. Parce que c'est toute l'ambiguïté aussi d'être dans une formation, d'être dans une logique d'accompagnement en formation. Il y a quand même au bout du compte un dispositif, un diplôme à délivrer. Et donc, on travaille aussi sur les compétences, mais on peut le travailler d'une façon où on accompagne le travail, le rapport que l'étudiant a à ses compétences. Ça répond un peu à votre question? Ça répond. Oui, c'est peut-être ça. Ça répond. Ouais, ok. Oui. En même temps, je reviens. Oui, ça fait écho, c'est bien. Ouais. Je peux me trouver dans une posture d'accompagnant où il y a peut-être quelque chose de très fort qui se lie avec la personne parce que la personne vit des choses assez fortes. J'ai l'accompagné autour de ça, mais à un moment donné, je dois lui dire c'est bon ou c'est pas bon. Tout d'un coup, je change de casquette. C'est ça. Et là, le passage, il peut le vivre comme une trahison ou quelque chose. C'est pour ça qu'il faut être clair. Quand on dit mettre le cadre, je vais revenir sur ça, clarifier le rôle dans lequel vous êtes à ce moment-là. Donc, c'est d'être transparent. Là, je joue le rôle de l'accompagnement. Voilà. Et puis, dans un autre dispositif, eh bien, peut-être que je serai amenée à devoir certifier un travail certificatif. Alors, dans la complexité du dispositif, on est 5 formateurs et on fait en sorte pour que on n'a pas à certifier le travail des étudiants que l'on a dans la démarche dossier de formation, par exemple. Hein. On se répartit comme ça. Ça nous permet justement de garantir une distinction très claire entre la certification et puis l'accompagnement. Mais je peux voir, expérimenter que ça cohabite aussi, quand on n'a pas la chance de pouvoir distinguer clairement, ça peut cohabiter dans des moments d'accompagnement, pour autant qu'on soit clair sur ce qu'on est en train de jouer. Hein. Là, c'est de l'accompagnement. Donc là, voilà, toi, tu vas réfléchir et moi, je vais te donner des feedbacks qui te permettent d'évoluer. Là, on est dans autre chose. Là, c'est de la certification et je serai l'expert et je vais te donner une note, une validation, je ne sais pas comment vous l'appelez ici. Moi, je me questionne sur qui est l'accompagnement, qui est l'accompagnant dans un processus de formation. Est-ce qu'il est important que ce soit régulièrement le même? Est-ce qu'un étudiant qui a une formation peut avoir plusieurs accompagnants? Est-ce qu'il faut une figure d'accompagnement qui va plutôt travailler avec lui sur des processus d'apprentissage sur un long terme, de manière à pouvoir aussi l'accompagner à auto-évaluer ses propres apprentissages, ses propres compétences? Moi, là, qui est l'accompagnant? Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs figures d'accompagnant? C'est une question que moi je me pose. Alors, sur ça, je n'ai pas de réponse scientifique à vous donner. Je n'ai qu'une réponse tout à fait expérientielle, où j'ai l'impression que c'est possible d'avoir plusieurs figures d'accompagnement. Que finalement, ça va dépendre aussi de ce qu'on souhaite. Hein. S'il y a peu d'espace d'accompagnement, mais qu'on cherche un travail, sur la durée, peut-être que du coup, d'avoir une personne, ça peut être plus pratique que si on a tout un dispositif qui permet à multiples endroits d'être accompagné comme étudiant. Et là, du coup, c'est pas grave s'il y a plusieurs personnes qui font ce travail-là. J'ai l'impression que c'est conciliable, mais ça dépend un petit peu de ce qu'on veut, en fait. Hein, de l'intensité, le volume, etc.
Non, moi, je trouve que c'est très difficile d'accompagner, notamment sur certains objets sur lesquels on traite, par exemple les valeurs. Parce que c'est vrai que quand on fait travailler un groupe autour des valeurs, ça va les déstabiliser. Alors, on va dire que la déstabilisation, c'est nécessaire pour avancer. Mais en même temps, on sait aussi que de confronter trop brutalement les étudiants à leurs valeurs, ça va créer des résistances. Et puis, c'est là où je trouve c'est difficile parce que quand on induit ces résistances parce qu'on va un petit peu trop loin, moi, c'est toujours un petit peu difficile de savoir est-ce qu'il me donne à voir comme résistance l'étudiant. C'est parce qu'il confond posture critique avec esprit critique. Est-ce que c'est un étudiant qui est plutôt à se valoriser ou à s'affirmer dans le négatif et puis d'autres encore plus tard. Donc, moi, j'aimais bien ce que vous donnez à voir, bien rappeler qu'il s'agit aussi de contenir la réaction, parce que des fois on est dans cet accompagnement, mais en tellement d'autres, on oublie de se décentrer comme ça. Et je pensais justement récemment à un travail qu'un groupe d'étudiants a fait autour d'une situation emblématique qui est mise en place par l'école, où certains étudiants étaient très bouleversés de pensées l'ange, ce qui représentait, etc. Ils ont fait une présentation devant d'autres collègues et devant un jury. Et à un moment donné, le groupe, il l'avait validé, j'étais bouleversée, parce que ça a généré un moi et tout. Et à un moment donné, un autre groupe est passé. Et il y a une étudiante qui a rappelé qu'elle était bouleversée. Et c'est vrai que maintenant que j'entends votre présentation, je me dis, mais zut, là, j'ai fait violence à ce groupe parce que c'est vrai que je l'ai accompagné, aller un petit peu plus loin que là où il en est. Mais à un moment donné, j'aurais peut-être dû symboliquement, par exemple, prendre mon ange et dire, il lui dérange cet ange dans la classe, visiblement. Moi, je le prends, je le mets dans la boîte, je prends la boîte, je la mets. Je la mets dans le couloir et puis voilà. Comme ça, mettre un terme aussi à l'accompagnement et puis on revient dans quelque chose de plus l'habitude aussi. Pourquoi pas de ritualiser comme ça ces moments-là, je trouve intéressant. C'est vrai que moi, j'y ai pas pensé sous cette forme-là, je trouve intéressant. Et puis, par contre, je dirais pas que vous avez fait violence. Par contre, ils ont été dans un dispositif qui les a amenés à vivre un choc, une confrontation qui laisse des traces. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'était de la violence, parce que la violence, c'est là où il y a la notion de irrespect ou d'atteinte à l'intégrité d'autrui. Et au fond, on a tous en mémoire de nos vies des situations où on était en difficulté dans la vie. Ce n'est pas pour autant qu'on était dans la violence. Des moments où on a pris des décisions importantes, où c'était une situation difficile à vivre, mais ce n'est pas pour autant qu'on était malmené dans la situation, mais la vie nous a amené à vivre des épreuves, etc. Donc, je ne dirais pas que c'était forcément de la violence de votre part, mais en tout cas suffisamment confrontant pour que ça chamboule. Mais c'est quand même difficile de trouver cette juste limite, jusqu'où on continue et jusqu'où finalement on s'arrête, et symboliquement on arrête le processus, parce que sinon ça peut venir quand même de la douce violence. Oui, et ça c'est une tension irréductible à l'accompagnement, c'est-à-dire que jamais vous serez un jour débarrassé de savoir jusqu'où je vais. Ça fait partie de l'accompagnement, mais dès le moment où on a cette conscience et qu'on garde la vigilance, alors là, on peut garantir, c'est des formes de garde-fou, qu'on ne va pas tomber dans la violence. Mais c'est une tension irréductible. Oui ? Oui, j'aime bien. La question c'était, est-ce qu'il y a un accompagnement aux accompagnants est pensé parce qu'on est vraiment dans des postures assez proches, donc pas mal d'affects aussi, dont on parlait. Est-ce que le compte transfert est réfléchi? Est-ce que ce genre de problématique est élaboré? Qu'est-ce qui existe? Au-delà d'une analyse de pratique des situations de conflit des accompagnants, je pense que la supervision, ce serait l'idéal, si les formateurs d'une école qui ont de la responsabilité en forme d'accompagnement pouvaient bénéficier d'un espace qui leur permette de parler, ça, ce serait vraiment l'idéal. Alors, franchement, moi, j'ai de la chance parce que mon équipe de 5 formateurs, je les réunis tous les mois et on a un espace qui nous permet
d'évoquer nos propres difficultés en formation. Alors on n'est pas dans de la supervision parce qu'on n'a pas les moyens d'engager quelqu'un d'extérieur, mais on s'intervise avec une animation dans ce moment-là, quoi. Mais effectivement, vous m'invitez à exprimer que dans l'équipe de formateurs, c'est pas du tout serein. Donc on a des situations, on est là, mais on fait quoi? Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Et puis on n'est pas toujours d'accord sur la manière de faire. Enfin, ces dispositifs et les logiques qui vont dedans génèrent en continu. Ils n'ont pas été une bonne fois pour toutes réfléchis, mais en continuité, on les repense. On s'interroge sur est-ce que c'est bien, on est bien toujours d'accompagnement ou pas. La question du référentiel, par exemple, est-ce qu'on l'utilise ou pas? Eh bien, c'est coûteux. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de négociations et ça nous confronte. Hein. Quand on a cette étudiante que je vous racontais tout à l'heure qui passe comme ça d'espace en espace dans la formation pour parler de sa transformation identitaire, on a tous été à un moment donné à devoir la contenir. Elle pleurait, elle exprimait des colères, elle exprimait des peurs ici, puis on est là, puis nous ça s'accorde, on réfléchit comment être contenant ensemble de façon cohérente, éviter d'avoir des discours incohérents pour lui permettre justement de vivre plus sereinement possible sa transformation identitaire. Alors ça implique tout ça, effectivement, oui. Oui, ce serait top si vous pouviez bénéficier d'espaces comme celui-là. Je ne sais pas si c'est le cas. Oui.